Vous êtes très sec, je vois. C'est le nouveau look de l'école. Merci d'avoir bravé le temps et d'être venu ce soir. Et bien sûr, tout d'abord, je voudrais remercier 3 personnes très importantes et discrètes, grâce auxquelles la technologie fonctionne lors des conférences et grâce auxquelles aussi l'école de français garde une trace et peut placer la vidéo de la conférence sur le site web. Il s'agit bien sûr du Tante Hedor Alonso. En ce qui concerne la technologie, d'Isabelle Caron en ce qui concerne le filmage de la vidéo, et d'Elsa Lambert-Vanel en ce qui concerne la vidéo. Merci à vous 3. Je suis très honorée ce soir, mais aussi émue de vous présenter Dominique Agostini, qui va clore notre série de conférences sur l'évolution de l'art contemporain et ouvrir notre segment sur l'art, puisque la semaine prochaine, nous aurons la visite d'un artiste en résidence, Michael Owen, pour les œuvres duquel aura lieu un vernissage mardi prochain. Et Michael présentera également son court-métrage artistique Enchanteur jeudi prochain. Quel bonheur et quel plaisir donc de pouvoir nous consacrer à l'art pendant ces 10 jours. Et on commence par toi, Dominique. Mais ce soir est consacré à Dominique Agostini, qui fête, que nous fêtons, qui fête son 40e été à Middlebury. Je ne durerai pas 40 ans. Non. Tu as toute mon admiration, je te l'ai déjà dit. J'ai rencontré Dominique pour la première fois il y a 26 ans, alors que je venais d'arriver à Middlebury et que j'allais commencer mon premier semestre d'enseignement. Lui, il venait à Middlebury depuis 14 ans déjà. Ce dont je me souviens, c'est qu'il était toujours accompagné de 3 autres enseignants de l'école de français et qu'ils formaient ensemble un quatuor bien connu sur le campus d'été. Un quatuor quelque peu intimidant parfois. Et je dis cela en toute amitié, Dominique. Ces 4 mousquetaires, ils étaient intimidants pour moi qui venais d'arriver dans le Vermont et qui ne savais pas encore ce qu'était ou ce que représentait l'école de français. Dominique est un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud et il est aussi agrégé de sciences sociales ainsi que titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation. Il a commencé comme agrégé répétiteur à l'école normale supérieure avant de devenir maître de conférences à l'université de Paris-Est Créteil. Il a également enseigné à Sciences Po ainsi qu'à HEC et à l'ESSEC. Il est actuellement à la retraite mais enseigne à NYU Paris. Et surtout, je le tiens à le souligner encore une fois, il enseigne à l'école de français de Middlebury College depuis 1983, c'est-à-dire depuis 40 ans. Dominique a enseigné de divers cours, de nombreux cours au cours de ces 40 dernières années. En voici un échantillon. La construction européenne, la Révolution française, qu'il a enseigné pour le bicentenaire, le savoir-vivre, l'histoire de la Méditerranée, les grands principes de l'économie, le système éducatif en France, la politique étrangère de la France et les États-Unis, l'histoire du goût. Et on ne se souvient pas de tout, n'est-ce pas? Non. Dominique a développé très tôt un intérêt pour l'art contemporain. Il est par ailleurs membre de nombreuses associations d'amis de musées, comme l'ADIAF, le Jeu de Paume, les Beaux-Arts, le Palais de Tokyo, le Musée national d'art moderne. Et il a participé à plusieurs jurys, pour le prix Marcel Duchamp, pour la Fondation Guerlain du dessin contemporain, pour le prix des Amis du Palais de Tokyo. Dominique est un fin amateur d'art. Si l'on en croit Dominique et son amie Barbara, à qui j'ai demandé de m'en dire un peu plus sur Dominique, qui est une personne à la fois très discrète, perspicace et observatrice, ce que j'apprécie beaucoup.
Si l'on en croit donc Dominique et Barbara, l'art s'apparente à un sport. Il en faut une pratique quotidienne pour garder ses capacités perceptives et émotionnelles. Pour lui, une journée réussie est une journée où il est allé voir une exposition ou visiter une galerie d'art. Le nombre de passes qu'il possède pour un grand nombre de musées en témoigne. Et je ne vais pas tous vous les citer. D'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, Dominique est aussi un grand marcheur. Demandez à Barbara, qui un jour a décidé de le suivre, dans l'ascension de Snake Mountain, et qui ne s'en est toujours pas remise, selon elle. Avant de développer un intérêt pour les arts plastiques, de 16 à 20 ans, il avait une passion pour la musique classique et contemporaine. Selon lui, cette passion lui a permis de comprendre et d'éprouver une émotion face à des œuvres minimales et conceptuelles qui dominaient la scène artistique du début des années 80, date à laquelle il s'est tourné vers l'art contemporain. Collectionneur d'art et de photographie, il s'oriente maintenant vers le dessin. Il aime les petits formats. Il apprécie les capacités qu'ont certains artistes à raconter beaucoup de choses dans un espace réduit. Une dernière chose sur Dominique, toujours d'après Barbara. Vous pouvez être certain qu'il n'achètera jamais une œuvre s'apparentant de près ou de loin à des carottes. Je ne sais pas pourquoi. Il déteste les carottes. Ce soir, Dominique, au savoir insatiable et intarissable sur l'art, va nous parler de l'évolution de l'art contemporain durant ces 40 dernières années. Évolution selon 3 périodes majeures, à savoir les années 80, les années 90 et lors de l'épidémie de la Covid-19. Je vais vous laisser savourer la présentation de Dominique tout de suite, mais auparavant, veuillez l'accueillir comme il se doit, ce grand monsieur qui vient à Middlebury depuis 40 années. Alors d'abord, je voudrais remercier Barbara pour le PowerPoint qui m'a bien aidé, et puis mon ami Romu qui m'a donné de précieux conseils sur un certain nombre de points, et avoir peut-être une pensée pour ceux que j'ai côtoyés qui ne sont plus là. Je pense notamment à Daniel Jourlet, je pense à Carole Riffel, à Charles Sala, je pense aussi donc à tous ces amis qui ont Algate Knox, avec laquelle j'ai des liens d'amitié qui m'ont permis effectivement de passer ici de très belles années. Et à mon directeur de thèse, grâce auquel je suis venu ici, qui était Louis Porcher. Alors, je vais vous proposer donc un peu un voyage dans l'art contemporain. Alors évidemment, 1983, c'est ma date d'arrivée ici, et on pourrait dire c'est un peu artificiel. En fait, pas tant que ça. Parce qu'en 1983, il y a un artiste très conceptuel qui s'appelle Bernard Venet et qui va se remettre au dessin. Et donc c'est le signe d'un changement. Alors on parle un peu d'un changement de paradigme, d'un changement dans l'art. On va abandonner un certain formalisme pour se rapprocher d'une conception plus artistique. Et dans l'artistique, il y a l'idée d'artisan, c'est-à-dire l'idée de la main. Et en fait, un artiste, c'est 3 parties. C'est un cerveau, un cœur et une main. Donc il y a des périodes où on va plutôt favoriser la sensibilité. D'autres, on va favoriser en fait la dextérité manuelle. Et puis, le cerveau, c'est-à-dire faire de l'artiste un intellectuel. Et en fait, pendant toutes les années 60 et jusqu'aux années 80, l'art était très intellectuel. Et les années 80 vont amener une confrontation entre un art très intellectuel et un art qui revient en fait à des fondamentaux, c'est-à-dire à la peinture, au dessin et à la sculpture. Alors voilà pourquoi j'ai intitulé cette première partie « Carambolage ». Alors l'idée du carambolage, je l'ai reprise d'une exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui a eu lieu cette année, qui s'est terminée le 5 mai 2023, et qui justement confrontait des tendances opposées, des tendances contradictoires dans les domaines du design, dans les domaines artistiques. Et le concept de carambolage est intéressant, parce qu'on voit effectivement la confrontation de 2 esthétiques.
Et l'esthétique qui revient au réel permet de préparer en fait le grand chambardement du décloisonnement, c'est-à-dire de la mondialisation économique qui va en fait affecter l'art contemporain. On va avoir dans les années 90 un bouleversement tout à fait considérable, où l'art était essentiellement occidental, et l'art en fait va être chinois, va être sud-américain, ce qu'il était déjà un peu, mais va être indien, et surtout africain. Et on peut dire aujourd'hui, et j'insisterai beaucoup sur l'art africain, parce que c'est aujourd'hui sans doute la scène la plus dynamique dans l'art contemporain aujourd'hui. Et donc on va parler du décloisonnement, et dans le décloisonnement, j'aborderai un peu le mentor du décloisonnement, c'est-à-dire Édouard Glissant. Et en fait, Édouard Glissant, qui est poète, qui est écrivain, n'a pas, au début, on n'a pas forcément de lien entre Édouard Glissant et l'art contemporain. Mais beaucoup de jeunes artistes se réclament d'Édouard Glissant. Et j'insisterai principalement sur deux artistes qui vont avoir une actualité cette année. Tariq Kisvanson, on verra quelques œuvres, qui concourt au prix Marcel Duchamp. Et j'ai eu le plaisir de le présenter au comité de sélection, où je connais bien son œuvre, et il se référait complètement à Édouard Glissant. Et Julien Creuset, artiste martiniquais, qui va représenter l'année prochaine la France à la Biennale de Venise. Et Julien Creuset, là aussi, se réfère à Aimé Césaire et Édouard Glissant. C'est tout à fait intéressant de voir ces deux artistes s'inscrire en fait dans la lignée d'Édouard Glissant. Alors évidemment, il y a d'autres références, mais je ferai un peu je orienterai un peu mon propos sur ces deux artistes. Et puis, fragilité. Covid, épidémie, problèmes environnementaux. Et cette année, il y a eu la Biennale d'art contemporain, et qui s'intitulait, à Lyon, qui s'intitulait Manifesto of Fragility. Alors, évidemment, on est en France, mais on va toujours parler anglais. Donc c'était le titre de la Biennale, Manifesto of Fragility. Et tout le thème de la Biennale de Lyon était sur la fragilité. À la fois fragilité conceptuelle, fragilité des matériaux. Et à partir de là, il y a des orientations pour trouver un peu une solution à cette fragilité. Et je terminerai en montrant qu'aujourd'hui, la place de l'artiste est en train de changer. L'artiste devient, on va dire, un responsable. Et il y a un nouveau concept qui émerge, c'est le RAS, qui ne veut pas dire rien à signaler, mais responsabilité sociale de l'artiste. Voilà. Et donc, il y a toute une réorientation. Alors, on va commencer par ce carambolage des années 80. Alors, je vais diviser mon propos en 3 dates, 83, 85, le trait 6 et 89. Et pour illustrer ce carambolage esthétique, je vous propose de voir ces deux illustrations, donc deux designers contemporains des années 80, Martin Zekeli, qui a une esthétique extrêmement minimale, extrêmement épurée. Et Martin Zekeli est un des plus grands designers actuels. C'est lui qui a refait notamment le verre Perrier. Vous allez dans un café, vous buvez du Perrier, c'est lui qui a refait le verre Perrier, qui a refait notamment la bouteille Ricard, mais qui a aussi des éditions très limitées de meubles. Et ça, c'est une chaise qu'on appelle la chaise Pi, extrêmement minimale. Et de l'autre côté, à la même date, vous avez Ettore Sostas, qui fait partie du groupe Memphis, qui rompt avec le minimalisme, qu'il considère comme triste. On a la couleur, on a un retour du baroque. En fait, c'est ça les années 80. C'est ce carambolage entre cette esthétique minimale et une certaine forme de retour de la couleur, du baroque, d'une certaine forme de désordre. Et ça, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. On met des livres, peu de livres, hein. On est minimal sur les livres. Alors, on va aborder ces années 80 et on ne peut pas ne pas commencer par l'élection de François Mitterrand. Alors, parce que dans l'idée de carambolage, il y a un carambolage politique. Nous élisons en 1980 François Mitterrand. Ça ouvrait l'exposition du Musée des Arts Décoratifs et donc la force tranquille. Et c'est assez intéressant parce que Jacques Séguéla, qui est l'auteur de ce slogan, va vendre
la personnalité de Mitterrand et non pas le programme. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait une modification dans la communication. Et les années 80 sont des années pub. Bon, je ne vais pas aborder le sujet, mais c'est à partir de là que la publicité va prendre une importance capitale. Alors 83, donc voilà les unes de Libération. Si on peut 83, on peut les intituler, alors ça c'est 83, on peut les intituler comme étant la fête est finie. Voilà. Alors on va revenir. Bon, alors on va pas bouger. On va pas bouger. Excusez-moi, pas fait comme d'habitude. Non, alors attends, là. Voilà. Bon, on va les laisser comme ça. Alors, donc ici vous avez les 3 unes de Libération qui concernent les années 80. Si vous remontez en haut, en fait, c'est le programme socialiste avec cette une. Ils ont osé, les pauvres sont riches. Et c'est une sorte de, on va dire, de collision entre la politique socialiste en France, 39 banques nationalisées, 5 groupes nationalisés, et le néolibéralisme de Ronald Reagan. Et notamment de Margaret Thatcher. Qui va gagner? Reagan. Et on voit ici, dollar le grand 8, le franc français est complètement perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Et en mars 1983, dure, c'est le programme d'austérité, c'est le grand tournant de la rigueur et c'est la fin, on va dire, de l'expérience qui a commencé en 80. Paris-sur-Beurre, marche des beurs, qui part de Marseille et qui va déjà poser les problèmes d'intégration de la deuxième génération des immigrés en France. Et vous voyez, le sujet est un sujet qui n'a pas été réglé, sujet récurrent, puisqu'en 84, on va voir la montée du Front National. Et puis surtout, ici, le 17 mai 1983, on isole le virus du sida. Et les années 80, en fait, sont des années qui peuvent être festives, mais ce sont les années sida, qui vont décimer toute une génération. Et donc là, cette année 83 est une année pivot, et qui évidemment vont amener les artistes à penser différemment et à intégrer toutes ces problématiques. Alors 85, alors là Reagan est réélu, 85, c'est l'arrivée de Gorbatchev au Kremlin. Ça commence à sentir, comme on dit, la fin de l'URSS. Et 85, c'est aussi la pleine guerre d'Afghanistan. Les Américains livrent des missiles Tomahawk à un certain Ben Laden, qui va aider la résistance afghane. Et puis, ça va être le début de la fin de l'URSS. Alors, 85, là, c'est pas dans les unes, c'est aussi les accords du Plaza, qui va en fait inciter les Japonais à réévaluer leur yen. Et ça va être la pleine bulle financière du Japon. Le Japon va devenir une des principales puissances financières. Et le Japon va rentrer en confrontation avec les États-Unis dans cette période. Mais en 91, c'est l'éclatement de la bulle et la Chine va se substituer au Japon. Et 85, c'est l'application à l'Europe, enfin 85-86, du programme libéral, puisque ça va être l'acte unique européen, où on va constituer le grand marché européen de 85. Enfin, à partir de 86, c'est une renégociation du traité de Rome de 57. Alors 89, alors voilà 83, ce sont les années SIDA. Et ici, vous avez deux photos. La liberté sexuelle, la liberté où enfin l'homosexualité est reconnue, chacun peut vivre sa sexualité. Et c'est une photo qui a été prise pour une soirée du Palace. Le Palace est le grand lieu à Paris où on va effectivement festoyer, on peut côtoyer aussi bien Mick Jagger que des anonymes. Moi j'ai connu le Palace à cette époque, c'était absolument incroyable. Et avec lui j'avais l'âge, et en confrontation, vous allez avoir 83. Alors ici c'est Si Dada, et en fait ça reprend le logo d'Indiana, et qui reprend, vous savez, le love.
Et ça reprend la même charte graphique. Et ici, vous voyez, silence égale mort, un mort toutes les 2 heures. Voilà. Et là, on voit vraiment, on a un peu oublié le sida aujourd'hui, mais on voit vraiment le drame que ça pouvait être dans ces années. Alors, 89, c'est la chute du mur, c'est le début de la mondialisation, et voilà une très belle photo de Raymond Depardon, où Raymond Depardon, qui est un grand reporter, va photographier cette personne qui voit à travers le mur de Berlin. Et vous voyez, vous avez une sorte de lueur à travers le mur où finalement il y a cette idée d'un espoir qui va devenir réalité. Le mur n'est pas encore complètement tombé, mais on va vers la ligne. Donc ces années 80, elles sont très contrastées. C'est à la fois le néolibéralisme, c'est effectivement le sida, c'est la chute du mur, donc beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui va amener, on va dire, les artistes à orienter différemment leur pratique. Alors, on va regarder maintenant l'art qui était dominant. Et c'est l'art conceptuel. Et Catherine Millet, qui est la directrice d'Art Presse, Catherine Millet va qualifier l'art de cette époque comme un art qui escamote le réel. C'est-à-dire qu'il a un langage qui est complètement autonome par rapport à la réalité. Et c'est le règne, et c'est toujours le cas, du conceptuel. Alors le conceptuel, c'est très obscur à définir, mais c'est le mélange entre Marcel Duchamp et la linguistique structurale. Voilà. Alors, Marcel Duchamp, et là vous en avez un exemple avec la pièce de Kossuth de 65. Alors, Marcel Duchamp, ça c'est les photos que j'ai prises à Philadelphie, c'est la plus belle salle Marcel Duchamp, musée de Philadelphie, ça c'était cette année. Et Marcel Duchamp, en fait, considère qu'en 1912, la peinture est terminée. Et il part d'un principe, c'est que les idées sont supérieures à l'objet d'art. Alors pourquoi? Parce que les idées sont exprimées par la langue. Et que la langue vieillit beaucoup moins vite que le regard. Toute l'argumentation est très intéressante. Il dit voilà, une œuvre d'art, en 20 ans, il n'y en a plus. Il dit regardez, c'est une interview qu'il a donnée à Richard Hamilton. Et Richard Hamilton, qui est un pop artiste, qui avait des liens avec Marcel Duchamp, il pose la question, et pourquoi? Il dit, en 20 ans, regardez les impressionnistes, leurs tableaux sont déjà jaunis, déjà craquelés, en 20 ans, c'est terminé. Par contre, la langue, elle reste. Donc, l'art va s'exprimer par le langage. Et on peut tout à fait lire de la philosophie grecque, on peut lire Homère. Qu'est-ce qui reste en art de la période de rien? Et donc, Duchamp va faire de la langue un élément central de sa pratique. Et Duchamp va considérer que dans sa grande théorie, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Oui, parce que le regardeur va exprimer par la langue ce qu'il voit. Et de la même manière que lorsque Duchamp va créer ou va détourner un ready-made, il va l'expliquer par la langue. Et donc le langage devient une matière première artistique. Alors Duchamp, ça on est 1913-1917, et dans les années 60, les conceptuels, il y a un groupe de conceptuels qui a en ligne de mire le pop art. Ils détestent le pop art. Ils considèrent que le pop art, c'est donner un statut d'icône à une boîte de conserve. Oui, vous avez les Campbell Soup, hein, je n'ai pas remis la diapo parce que tout le monde les voit. Warhol critique la massification de la consommation, mais en même temps, ça rend cette boîte de conserve iconique. Donc les conceptuels vont tout simplement décider d'éliminer en fait la matérialité de l'œuvre d'art. Et Kossuth, qui est l'un des fondateurs du conceptuel, en 65 va faire cette pièce qui est dans tous les musées, célébrissime, où vous avez une chaise. Qu'est-ce qu'une chaise? Alors c'est d'abord une chaise. Mais ça peut être une photo d'une chaise. Et ça peut être une définition d'une chaise. Et Kossuth va prendre une définition d'un dictionnaire qu'il a grandi. Et il y a deux manières de lire. Soit vous lisez la définition, soit vous considérez que cette définition est une sculpture, est une œuvre d'art. C'est-à-dire vous ne la lisez pas, mais vous regardez tout simplement la définition graphique. Et le graphisme en fait une matière première artistique. Et ça va être un élément important
dans la dématérialisation de l'œuvre d'art. Alors si on regarde d'autres exemples, alors je reviendrai sur... alors on va voir Onkawara. Onkawara, c'est un artiste qui, lui, tous les jours va faire un portrait. Ça, c'est un portrait. Alors là, c'est le 4 juillet 67. C'est évidemment la fête nationale, mais c'est un portrait où la matière première est signifiée. C'est-à-dire, on dit, oui, le 4 juillet, c'est la fête nationale, ou tout simplement un ensemble de signes sur un monochrome noir, et qui en fait une œuvre à part entière. Alors, pas besoin d'être un génie. Je vais dire, pas besoin de savoir peindre, parce que c'est fait par quelqu'un d'autre. On va escamoter le réel, c'est-à-dire on s'affranchit du réel, et le collectionneur va tout simplement acheter un protocole. Donc ça veut dire que l'artiste va se libérer, en fait, va déconstruire l'idée même d'artiste. Là, évidemment, on retrouve Roland Barthes, hein, la mort de l'auteur, on retrouve la mort de l'artiste. L'artiste est un personnage, c'est simplement quelqu'un qui a une idée. Et deuxièmement, on va dématérialiser complètement l'œuvre, c'est-à-dire qu'on la fait sortir du marché. Et l'œuvre, d'une certaine manière, n'est plus un objet de luxe qu'on va poser sur sa commode. Donc il y a une radicalité dans les conceptuels. Alors je vous en montre l'un des plus célèbres, c'est Buren. Dans ces fameuses colonnes de Buren, qui ont été inaugurées en 1986, où Buren va au marché Saint-Pierre prendre une bande de tissu de 8,7 cm et répéter ce motif jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs significations, mais une sorte de langage abstrait de Damien Buren qui transforme en fait l'art en une langue propre à l'artiste. Alors, les tableaux que vous avez, en fait, correspondent à des tableaux qui existent. Les formats existent, mais il les a remplacés par des bandes de détail. En fait, il va tout simplement poser la question de qu'est-ce qu'un tableau et qu'est-ce qu'une peinture. Alors voilà le fameux Bernard Venet. Bernard Venet, lui, artiste français, qui est même plus connu à l'international, habite New York, il rencontre Sol Lewitt, ils boivent toute la nuit. Sol Lewitt, il rencontre aussi Rauschenberg, et Rauschenberg veut danser avec lui, il n'est pas très pour, dans ses mémoires. Et lui, ce sont les mathématiques. Il est fasciné par les mathématiques, et donc il va avoir ce type de ready-made mathématique dans lequel il n'y a plus d'intervention humaine. Voilà. C'est mécanique, pas d'intervention de la main de l'artiste. Et puis après, comme je l'ai dit, en 83, il va revenir à des choses plus informes, moins formalistes dans ses sculptures. Alors, dans ce conceptuel continue. 6 juin 2023, un artiste italien du nom de Alberto Sorbelli va vendre aux enchères un mot qu'il va chuchoter à l'oreille de celui qui l'achète. C'est réel. J'ai le catalogue, moi je le connais, je l'ai dédicacé très gentiment. Donc il met un mot aux enchères, personne ne sait quel est ce mot. Donc vous voyez ici, là, je veux glisser une œuvre à l'intérieur d'un individu. Et ici, célébrer la dématérialisation du monde. Et c'est le point d'aboutissement du conceptuel. Elle a été vendue 11 000 €, plus les frais. Et donc il y a tout un acte notarié, parce que, alors Sorbelli s'engage à ne jamais prononcer le mot, puisqu'il a dépossédé, il l'a donné. Et si jamais le collectionneur meurt, à ce moment-là, il y a un acte notarié où il peut transmettre le mot à ses successeurs. Voilà. Et donc on est dans la dématérialisation totale de l'œuvre d'art. Donc si vous voulez, Sorbelli est vraiment le plus pur produit, vous voyez, du conceptuel, puisque là il n'y a plus rien. Il y a simplement un mot secret. Je ne sais pas du tout quelle a été la nature. Alors évidemment, ces pratiques sont un peu en décalage avec les problématiques des années 80. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on peut appeler un retour du réel. Voilà. Il y a un retour du réel. Dès le début des années 80, un certain nombre d'artistes vont s'affranchir du conceptuel et retourner vers l'objet, retourner vers la main de l'artiste. Alors,
celui qui comprend tout avant tout le monde, c'est Jeff Koons. Voilà, Jeff Koons. Alors, je rappelle, cette sculpture a été vendue 90 millions de dollars. Et je vais vous montrer le Jeff Koons qui est au MoMA. Voilà, Jeff Koons du MoMA, qui est Pink Panther. Et Jeff Koons, il se dit, voilà, le néolibéralisme va créer une classe de nouveaux riches qui ne connaît rien à l'art. Donc moi, je vais leur vendre ce qu'ils connaissent. Non, mais c'est un trader. Jeff Koons est un trader. Et qui, voilà, un certain... Moi, j'aime bien Jeff Koons. Il est assez intéressant. Et il va donner un statut d'art au kitsch. Voilà, parce que ça, c'est parfait mauvais goût. Mais il va transformer le kitsch en une œuvre d'art qu'il va vendre très cher. Et Jeff Koons rompt un peu avec l'austérité du conceptuel pour redonner une dimension festive à l'art. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, Jeff Koons a transformé sa propre vie en œuvre d'art. Il épouse la Ciccolina, qui est une artiste du porno italien, et il va peindre des grands tableaux où on le voit faire l'amour avec la Ciccolina. Et dans l'exposition de l'amour, il y avait un carré interdit aux moins de 18 ans, où il y avait des très grands formats qui montraient Jeff Koons en action avec la Ciccolina. Et donc on a... et Jeff Koons va décliner, il connaît bien Warhol, il a décliné toute son œuvre à partir d'éditions, et donc on peut acheter tout à fait un petit Jeff Koons. Alors il ne les fait pas, c'est effectivement, il les fait faire, c'est d'une très très grande qualité artistique. Donc on a un retour de l'objet, retour en fait d'un art assez ludique qui correspond à cette classe de nouveaux riches qui apparaît dans les années 80. Jeff Koons va être très très collectionné. Alors là, les photos que je vais montrer vont être des photos très dures. Donc, le sida, photographe américaine Nan Goldin. Alors Nan Goldin, c'est une photographe américaine qui a beaucoup travaillé sur la violence, sur la sexualité. Et elle a, alors ces photos ont été, je les ai prises, dans une exposition du Palais de Tokyo cette année, où l'intitulé était « Ce que le sida m'a fait ». Et la commissaire d'exposition était Elisabeth Lebovici, qui est une grande critique d'art, une activiste très importante, féministe française, et qui a fait une exposition absolument magnifique au Palais de Tokyo sur la relation entre le sida et l'art. Alors voilà les photos. Donc ici, vous avez, ici, c'est Gilles Duzin. Gilles Duzin était un très très grand galeriste de photographie. Moi je l'ai connu, Gilles Duzin était vraiment, c'était le plus grand galeriste très prometteur, avec son compagnon Gotcho. Et Gotcho était un haltérophile et en même temps aussi un dessinateur. Et Gilles Duzin est malade du sida. Et Nan Goldin a pris ses photos lorsque Gilles Duzin était à l'hôpital. Et ça, c'est une photo qui est très connue, où on ne voit que le bras mec qui sort des draps. Et ça symbolise, vous voyez, tout le drame de ces années 80. Et là, on a un retour au réel. C'est-à-dire que le conceptuel ne peut pas parler de ça. On a un retour à la photographie figurative. Et Nan Goldin, qui est une très très grande artiste, va donner une dimension universelle de ce drame du sida. Alors l'autre chambardement, on peut dire, où ces deux artistes, c'est Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Et en fait, ces deux, d'où vont venir les grands changements dans ces années 80. Alors ça, cette photo que j'ai prise à la Foire de Bâle cette année, sur le stand de la même galerie, il y avait un Basquiat et un Keith Haring. Et en fait, dans l'histoire, on les appelle les kids, c'est-à-dire en fait de ce mouvement new-yorkais. Et Keith Haring a une exposition aujourd'hui au musée de Los Angeles. Et Keith Haring va, à partir du graffiti, à partir d'un graphisme très particulier, intégrer toutes les thématiques qui aujourd'hui sont des thématiques importantes. La thématique LGBT, la thématique de l'homosexualité, la thématique de la libération. Tous ces éléments-là, quasiment 20 ans avant qu'elles soient, on peut dire, intégrées dans l'enseignement, étaient abordés par tout le monde. Alors, je n'ai pas tout mis, mais ici, vous voyez, Ignorance égale fear, c'est notre bête, et il a été un grand activiste
notamment d'ACT UP, et qu'ils arrivent à mourir du sida à la fin des années 80. L'un des plus grands, c'est Jean-Michel Basquiat. Et c'est sans doute Jean-Michel Basquiat qui va opérer un très grand tournant dans l'art. Alors, cette année, il y a 3 expositions majeures. Il y a eu 3 expositions majeures en Europe sur Basquiat. Là, c'est soundtrack, c'est-à-dire les rapports entre Basquiat et la musique, et notamment le hip-hop. Exposition qui était à la Cité de la musique. Ensuite, il y a Basquiat Warhol, qui a été montré à la Fondation Vuitton, et à la Fondation Beyeler en Suisse, c'était Modena, où en 1982, Basquiat va être exposé en Italie, et ce sont sans doute les plus beaux tableaux que Basquiat ait fait. Alors voilà, ici, c'est Modena. Là j'ai pris la photo, on va dire clandestinement, parce qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos. Donc là, c'est la Fondation Beyeler, qui est à Bâle, et voilà la dimension, la force que Basquiat va imprimer dans l'art. Alors, Basquiat et la musique. Basquiat va réintégrer dans ses tableaux, en fait, toute la culture afro-américaine qui avait été jusque-là exclue de l'art. Alors, ici, c'est King Zulu. King Zulu, c'est une référence à Louis Armstrong. Voilà. Donc, il y a des références à Louis Armstrong, à Charlie Parker. Mississippi, évidemment, référence à l'esclavage. Et ce tableau, c'est le marché aux esclaves, et où Basquiat va aborder toutes ces thématiques dans ces tableaux. Et c'est l'un des premiers qui intègre cette thématique dans une œuvre qui va très très vite être mondialement connue. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre qui va rester marginale. Immédiatement, Basquiat va connaître une très très grande célébrité. Donc ça, c'est un premier point. On est dans les années 80. Basquiat meurt en 88. Il commence à produire dans les années 80. Il fréquente les clubs, notamment le club 57, qui est dans le... pas 54, hein, le club 57, qui est un club complètement déjanté dans le bas de Manhattan. Basquiat se drogue très vite, il va du reste mourir d'une overdose, et il fréquente tous les milieux du hip-hop, tous les milieux du rap, et Basquiat comprend qu'il ne réussira pas dans la musique, et donc il va s'orienter vers les arts plastiques, il va dessiner notamment des pochettes de disques, et son idée, c'est de rencontrer Andy Warhol. Et la rencontre avec Andy Warhol va être une rencontre importante, on est en 85. Alors Andy Warhol prépare les tableaux et Basquiat les complète. Et c'était la grande exposition de la Fondation Vuitton cette année, 160 tableaux qui ont été montrés de Warhol-Basquiat, où Basquiat va aborder, alors voilà un tableau, ici vous reconnaissez Warhol, et Basquiat. Très forte amitié, mais qui après va on va dire, se tiédir, car il y aura des critiques assez négatives d'une exposition du New York Times. Alors le New York Times, c'est une exposition de Basquiat et Warhol. Alors, ici, je trouve que c'était une des pièces les plus fortes. Jeux Olympiques 84. Basquiat va rendre hommage à Jesse Owens, va rendre hommage à Mexico 68. Et les anneaux olympiques, en fait, ce sont les chaînes de l'esclavage. Et donc, il transforme les anneaux olympiques en chaînes. Et Basquiat va, dans cette pierre qui est très grande, qui occupe tout un mur, en fait, rendre hommage à ceux qui l'ont précédé. Alors, ça, c'est un tableau qui est très intéressant. Basquiat est à Times Square, aucun taxi ne s'arrête. Alors il est en dreadlock, etc. Personne, aucun taxi s'arrête. Il rentre, il fait ce tableau, vous connaissez le taxi, et il va dénoncer évidemment le racisme, et dans une interview, il dit « ne savait pas que j'avais 10 000 $ en poche ». Parce que Basquiat va très très vite devenir riche, il va très très vite être très bien vendu, et Basquiat va dénoncer le racisme. Alors, dans l'exposition, il y a des photos de Basquiat, on le voit toujours avec un plateau et une bouteille. La condition des Afro-Américains, c'est d'être cerf-volant. Et donc, il va, dans toutes les photos avec Warhol, on le voit avec une bouteille, un plateau, en disant voilà la condition des Afro-Américains. Donc, il y a une dimension politique
Et Basquiat réintègre la politique dans l'art contemporain. Ça, c'est un aspect important. Et je trouve ça, c'est un tableau de 84. Vous avez la Chine, et vous avez un Africain qui sort de la Chine. C'est le tableau de 84, qui est quand même très très intéressant, parce que lorsqu'on voit après ce que c'est justement ces relations entre la Chine et l'Afrique. Alors, il y a un troisième Basquiat, on ne le verra pas parce que l'exposition n'a pas eu lieu, c'est les relations entre Basquiat et l'Afrique. Alors Basquiat n'est pas africain, il est haïtien et sa mère est portoricaine. Mais il est très intéressé par l'Afrique. Et en 1986, il va faire un voyage à Abidjan. Alors vous avez, je ne sais pas si c'est disponible, mais TV5 Monde a fait un reportage sur justement le voyage de Basquiat à Abidjan. Peut-être que vous pouvez le retrouver. Et Basquiat est reçu, on va dire, assez tièdement par mais il a un mentor, c'est Ottara Watts, qui est un grand artiste ivoirien. Et il va aller en pays sénoufo, il va ramener énormément d'objets. L'Afrique l'inspire et il dit, voilà, moi j'ai une Afrique culturelle en tête. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que Basquiat va initialiser la scène africaine contemporaine. Il y a, après sa mort, il meurt en 88, une overdose, et on aurait retrouvé un billet pour Abidjan dans sa poche. C'est-à-dire qu'il comptait faire un deuxième voyage, et c'est notamment son galeriste en France, Yvon Lambert, qui lui avait fait rencontrer Ottara Watts. Et énormément d'écoles d'art en Afrique, notamment dans l'Afrique francophone, se réclament de Basquiat. Parce que Basquiat est le seul Afro-Américain à accéder à une notoriété, à l'équivalent d'un Picasso. Et donc ça a complètement changé, et surtout, c'est que le vocabulaire pictural de Basquiat, qui est complètement différent, va nous habituer au décloisonnement des scènes, et notamment de la scène africaine. Voilà, donc si vous voulez, Basquiat a un rôle de passeur extrêmement, tout à fait fondamental. Alors on va passer à ce décloisonnement. C'est-à-dire, vous voyez, on est en 88, 89, il y a la chute du mur, et il y a une exposition fondamentale en France qui sont les magiciens de la Terre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, les magiciens de la Terre, c'est l'exposition, on va dire pivot, qui a été organisée par Jean-Hubert Martin, où on va mettre pour la première fois, en totale égalité, tous les artistes du monde entier. Des artistes d'Australie, des artistes de Chine, des artistes d'Afrique. Et l'exposition était formidable. Il y avait une partie à Beaubourg et une partie à la Villette. Et le monde s'organisait autour d'une horizontalité. Et ça a été un véritable choc. Et Hans Ulrich Obrist, qui est l'un des plus grands commissaires d'exposition, va dans ses mémoires, il a publié justement lorsqu'il fait le commentaire Les Magiciens de la Terre, la même année a eu lieu l'exposition à Paris de Jean-Hubert Martin qui s'appelait Les Magiciens de la Terre. Et enfin, en 1989, c'est aussi la date de ma première lecture d'Édouard Glissant. Parce qu'il considère que les magiciens de la Terre vont complètement changer le logiciel de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, voilà ce qu'il dit, il s'agissait d'une riposte et d'une exposition très ethnocentrique du MoMA sur le primitivisme. La volonté était d'aller radicalement contre le fait que le milieu de l'art ignorait 80% de la planète et de montrer l'art d'Afrique, d'Asie, de partout. L'art européen y était en minorité. Et donc, à partir des années 90, on va assister à ce grand décloisonnement. Et Hans Ulrich Obrist va effectivement, et Glissant évoquait cette idée de la mondialité, je commençais à comprendre qu'il fallait prendre en compte le fait que notre art serait désormais un art à l'échelle de la planète. Et donc, on a ce basculement dans les années 90 qu'on peut appeler le décloisonnement. Alors, je reviendrai sur Glissant tout à l'heure. Le premier décloisonnement, c'est la Chine. Voilà, c'est la Chine qui va très très vite prendre de l'ascendant. C'est la scène chinoise qui va immédiatement s'imposer dans ces années 90. Alors aujourd'hui, la Chine est en déclin. L'art chinois est un art de moins en moins visible. Non pas que les artistes chinois ne soient pas de bons artistes,
mais la censure politique en Chine a complètement remis en cause en fait, la scène chinoise. La reprise en main des autorités chinoises, la censure, la plupart des galeries européennes ont fermé, sont parties, et l'art chinois a perdu à peu près 40% de sa valeur. Mais là, on retrouve, vous voyez, la peinture, on va retrouver, et donc il y a un certain nombre d'artistes chinois qui sont soit en exil, soit ont cessé de créer. Alors, là, on a, dans ce décloisonnement, la scène africaine, mais on va dire la scène africaine qui émerge dans ces années 90. Donc j'ai pris sans doute le plus connu, c'est El Anatasui. El Anatasui est le premier artiste africain à dépasser la barre du $1 million en vente. Aujourd'hui, ses œuvres sont parmi les plus cotées. Et en fait, ce sont des canettes récupérées et agencées. Et donc, ça fait des rideaux, c'est du matériau de récupération. Et là, c'est un point important, c'est que dans l'art africain, il y a cette idée de la récupération, l'idée du recyclage. L'un des plus connus, c'est Barthélemy Togo, du Cameroun, que on connaît. Et Barthélemy Togo va traiter là, du problème des migrations, des problèmes là aussi entre la nature, la féminité. Barthélemy Togo, une œuvre très prolifique. Et Barthélemy Togo va reprendre des techniques occidentales pour traiter des problèmes africains. Il a notamment fait une résidence à la manufacture de Sèvres. Il y a des jarres, des vases en porcelaine de Sèvres absolument extraordinaires. Et sur le vase, ce sont des virus. Voilà. Donc il a, Barthélemy Togo est un artiste. Alors Pascal Martin Taliou, ça c'est un formidable artiste qui va recycler, agencer, donner une vision hybride, vous voyez, des fétiches. C'est un bricoleur absolument formidable, avec du verre, là aussi des matériaux de récupération. Et Pascal Martin Taliou refuse toute théorie. Elle dit, moi je fais de l'art, je ne m'occupe pas de théorie, je ne m'occupe pas de savoir si c'est quel et tel style. Et Pascal Martin Taliou est aujourd'hui un des artistes les plus cotés sur le marché. Et puis Omar Ba va avoir une œuvre très politique où il va peindre notamment tous les dictateurs africains et de manière frontale, avec beaucoup d'humour et une certaine ironie. Alors parmi la scène africaine, on a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait une entrée. L'Afrique du Sud était sans doute l'une des plus vieilles scènes, avec notamment William Kentry, David Goldblatt. Et cette année à Paris, on a eu deux expositions très intéressantes. C'est Zanele Muoli. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Zanele Muoli est une activiste qui a beaucoup souffert pendant l'apartheid. Et en fait, ce sont des travestis, ce sont des membres de la communauté queer en Afrique du Sud, qu'elle va photographier. Alors ça, c'est une photo très dure de quelqu'un qui s'est fait tabasser par, c'est vraiment l'intolérance, et qui est donc une personne transgenre qui s'est fait agresser. Et donc Zanele Muoli va la photographier, c'était son exposition à la Maison européenne de la photographie. Et elle va faire des portraits, et notamment ici, faire ce qu'elle appelle des occupations d'espace. C'est-à-dire de dire, pendant l'apartheid, il y avait des espaces interdits, et donc je vais faire des photographies avec ceux qui ne pouvaient pas occuper cet espace. Et l'œuvre de Zanele Muoli est une œuvre très importante, très belle, puisqu'il y a à la fois une dimension politique et une très grande dimension artistique. Et donc elle fait partie de cette scène sud-africaine qui aujourd'hui est exposée en Occident, où en fait on a un décloisonnement, on pourrait dire, d'un art qui était assujetti, d'un art qui n'était pas montré et qui devient, qui rentre dans les institutions. Voilà une autre artiste sud-africaine, Marie Sibambé. Marie Sibambé, ça c'est une sculpture très intéressante qui a été au Pompidou Metz, où il y avait une grande exposition cette année.
Et Marie Sibandé utilise la couleur violette. Parce que la couleur violette, c'était la couleur dont les policiers en Afrique du Sud aspergeaient les manifestants pour les reconnaître. Et c'est notamment Purple Rainforest, une manifestation en 1983 où les activistes étaient badigeonnés de violet. Et donc elle va montrer la libération. Voilà, vous voyez, c'est Alors, Marie Sibandé, sa famille, c'était des domestiques. Donc, là, si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a toute une série de portraits de domestiques. Et là, elle va faire cette sculpture monumentale de cette Afrique qui se libère de ses biens et qui, en même temps, n'oublie pas la mémoire de l'apartheid. Alors, maintenant, on va regarder Tariq Kiswanson. Et c'est là on va retrouver effectivement Édouard Glissant. Alors, Édouard Glissant va inspirer toute une jeune génération d'artistes français. Alors, Tariq Kiswanson est d'origine palestinienne, suédoise, et il vit en France. Donc, il est complètement multiculturel. Et Tariq Kiswanson va reprendre l'idée d'Édouard Glissant, c'est-à-dire l'idée du passage. Et il y a deux éléments dans l'identité. Il y a ce qu'on appelle l'identité racine, c'est-à-dire l'identité du territoire, et qui correspondrait, et dans le livre que j'ai lu grâce à mon ami Romu, dans la philosophie de la relation, il y a tout un vocabulaire sur l'idée de l'être. C'est-à-dire qu'il y a du stable, qui est l'être, et l'étant, qui est l'existence, et qui est dans une forme d'imprévisibilité. Et en fait, dans ce que Édouard Glissant va préconiser, c'est passer d'une relation racine à une identité relationnelle. Et cette identité relationnelle, elle va s'inscrire non pas dans un territoire, mais dans un lieu. Et Kiswanson, là, propose le passage d'un lieu à un lieu. Alors, Kiswanson, ce sont des sculptures en béton dans lesquelles on se regarde. C'est-à-dire qu'il y a une participation. Et ces sculptures en laiton ne ferment pas l'espace, mais au contraire offrent un passage d'un espace à l'autre. Et Kiswanson fait cette référence à Glissant en montrant que dans la culture, vous voyez les masques, la chaise, ce n'est pas du tout un blocage de l'espace, mais c'est au contraire un appel pour aller vers un au-delà de l'espace. Et donc on a cet élément très important dans cette œuvre de Kiswanson et qui concourt aujourd'hui pour le prix Marcel Duchamp. Alors je n'ai pas tout mis, il y a des échelles en laiton. L'échelle, c'est pour passer effectivement d'un lieu à un autre dans cette indéterminée. Deuxième artiste, Julien Creuset. Voilà. Donc c'est Julien Creuset qui va représenter la France à la Biennale de Venise. Alors Julien Creuset est né en 86, il est martiniquais, il vit à Paris. Et Julien Creuset, c'est une sorte d'art total, c'est-à-dire qu'il est à la fois poète, musicien et il est plasticien. Et donc il considère que l'art ne doit pas être simplement plastique. Donc il va reprendre un peu cette idée, qu'on retrouve aussi chez Glissant, c'est-à-dire de l'art politique. Deuxième élément, on a une conception de l'archipel. C'est-à-dire, ce n'est pas une conception du continent, mais ici, c'est très archipélique. On ne sait pas quel est le début, on ne sait pas quelle est la fin. Et là aussi, c'est un concept qui est tout à fait important. Alors, ça symbolise les chaînes des esclaves, c'est-à-dire que Julien Creuset repart de l'histoire, effectivement, de l'esclavage, mais en même temps, il en fait autre chose, c'est-à-dire une ouverture vers un ailleurs, à partir de cette dimension qui est une dimension archipélique. Et tous les matériaux, ce sont des matériaux de récupération, qu'il va glaner au cours de ses promenades. Et Julien Creuset est un artiste qui aujourd'hui a une très très grande fécondité dans justement cette idée d'une identité relationnelle. Donc ce n'est pas un enfermement sur soi, c'est d'aller vers un ailleurs à partir de cette dimension archipélique. Et dans Édouard Glissant, il y a une phrase dans son livre qui est l'identité en chemin.
Et cette identité en chemin, elle va passer par une certaine forme d'errance, par une certaine forme de voyage, à travers ce qui ressemble à un rhizome. Vous voyez, à travers un rhizome, à travers un réseau. On n'est pas dans une œuvre qui est une œuvre fermée, qui est une œuvre qui est close sur elle-même, mais qui reprend cette idée d'ouverture. Alors, la première fois que vous voyez une œuvre de Creuset, vous êtes un peu désarçonné, parce que vous ne savez pas du tout par quel bout la prendre. C'est-à-dire que vous êtes déstabilisé. Et puis, une fois que vous rentrez dans le travail, à ce moment-là, vous allez avoir une dimension extrêmement poétique. Voilà. Moi, je suis très heureux qu'il soit l'année prochaine donc représentant français de la Biennale de Venise. Alors, ça c'est Mimosa Echard, jeune artiste qui a eu le prix Marcel Duchamp. Alors Mimosa Echard, on croit que c'est de la peinture, c'est pas de la peinture. Donc elle va, donc elle va collecter dans ses promenades. Alors elle s'intitule même pas un peu ce qu'on appelle écoféministe, et elle va collecter des sous-vêtements féminins, des sextoys, des pommades qu'elle colle sur la toile et qui vont définir un tableau qui est très 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 beau quand on le voit, mais qui va passer par le recyclage du rebut. Voilà. Et donc on retrouve chez Mimosa Echard une dimension écologique du recyclage. Et dans le cours que je fais, on en parlait avec les glaneuses d'Agnès Varda, c'est-à-dire comment l'artiste va glaner. Je crois que c'est vous qui aviez évoqué ce film, ce très beau film d'Agnès Varda, où elle va effectivement collecter ces matériaux et en faire des tableaux. Alors, soit on les voit comme étant un rebut, soit on les voit comme des monochromes extrêmement intéressants. Mimosa Echard est dans la galerie Champagne-Crouzel, qui est une excellente galerie, et donc là aussi, il y a toute une série de variations. Et Mimosa Echard va avoir un travail sur l'environnement, sur un peu ce qu'on pourrait appeler cette fragilité environnementale. Et donc ça m'amène à la dernière partie, c'est-à-dire à la fragilité. Et cette idée de fragilité, elle est apparue en fait, après l'épidémie de Covid. Et voilà sans doute la pièce. Alors ça, toutes les photos ont été prises à la Biennale de Lyon, Biennale d'art contemporain de Lyon, qui était Manifesto of Fragility. Et je trouve que c'est la pièce qui résume le mieux la fragilité. José Davila est un artiste mexicain, qui est un architecte, et qui travaille sur l'équilibre précaire. Alors il récupère des vieilles armoires, donc c'est des matériaux de récupération, des pierres, vous voyez, des tables, et il va les mettre sous tension. Et donc on a là une sorte de tension, de matériaux de récupération, qui illustre ce qu'est la fragilité de l'environnement. Et quand on arrivait dans la Biennale de Lyon, on était absolument accueillis par cette pièce et qui résumait en fait à elle seule ce thème de la fragilité de notre monde. Alors toujours dans ce thème de la fragilité, on a Hans Hofdebeck, qui est un artiste flamand très important. Là, c'est qu'est-ce qui se passe après la catastrophe. Tout est recouvert de poussière grise. Le gris est en quelque sorte sa matière première. Alors il y a des grandes installations entièrement grises, vides de tout individu. Parfois il y a des individus, mais là c'était vide. Où finalement, à quoi pourrait ressembler notre monde après effectivement la catastrophe écologique. Et donc là c'est une œuvre très intéressante, d'abord plastiquement, et dans son effet visuel. Alors toujours, là je passe un peu vite, Ugo Schiavi. Alors c'est une œuvre assez intéressante parce qu'elle est évolutive, c'est la nature. Donc il y a des insectes, des plantes, ça c'était... donc à Lyon, il y avait des tas de petits insectes qui couraient partout, parce que c'est une œuvre évolutive. Moi je l'ai vue en décembre. Le vernissage avait lieu en septembre, mais vous voyez, ça avait déjà évolué. C'est la nature qui reprend en quelque sorte le dessus dans cette forme
urbaine, et c'est sans doute très prophétique. Si vous voulez, les artistes aujourd'hui, vraiment l'obsession des jeunes artistes aujourd'hui, c'est l'environnement, c'est la catastrophe écologique. Là, à la Fondation Pinault, Tacitadine, qui est une des grandes artistes aujourd'hui, le titre de l'exposition, c'est « Avant l'orage ». C'est après l'orage. L'exposition s'appelle « Avant l'orage ». Alors, là aussi, artiste français, Julian Charrière, la fonte des glaces, la fonte en fait de la banquise. Et Julian Charrière est un artiste très impliqué dans la défense de l'environnement et dans justement la dénonciation de notre société industrielle. Mais sans doute celui qui peut-être symbolise le mieux notre fragilité, c'est un Anglais, John Isaacs. Et John Isaacs, ça c'est une sculpture monumentale qui a été montrée à Pompidou-Metz cette année. Et c'est un personnage qui symbolise notre société. C'est une société d'abondance, vous voyez, société effectivement dans laquelle nous sommes dans une abondance totale et nous sommes gangrénés par la technologie. Donc il y a un peu cette opposition, ça me plaît beaucoup, où on a à la fois l'organique, vous voyez, l'organique et la technologie, c'est-à-dire le matériel. Et ça, c'est une œuvre extrêmement puissante sur ce qu'est devenu, en quelque sorte, notre société. Et la pièce fait 2 mètres de haut, elle est extrêmement très puissante sur justement cette société qui surconsomme. Et c'est un peu cette vision prophétique qu'ont les artistes. Et je terminerai ici par Théo Mercier. Théo Mercier est un artiste français un peu dans le ready-made et qui a réalisé une série de sculptures, ça c'était à la Conciergerie, une série de sculptures en sable, où donc après l'exposition, toutes les œuvres sont détruites. Et Théo Mercier est très très intéressant, c'est un artiste très prolifique, et vous voyez cette œuvre, en fait, c'est l'effondrement de l'Empire romain, c'est l'effondrement du monde antique, c'est l'effondrement de la civilisation. Et Théo Mercier va, dans la Conciergerie, dans ce très bel espace gothique, va faire toute une série de pièces où on voit vraiment la fragilité, à la fois la fragilité de notre société, mais aussi la fragilité de l'art, puisqu'il utilise le sable, qui est par essence un matériau destiné à disparaître. Alors face à ça, et ce sera un peu la conclusion, puis on verra, je demanderai une petite aide, quelles sont les solutions possibles. Alors il y a deux concepts qui apparaissent. C'est le concept de permaculture. Alors la permaculture, vous savez ce que c'est, hein, c'est un concept du jardinier, mais c'est un concept qui a été élaboré par Guillaume Dessanges, et Guillaume Dessanges est le président du Palais de Tokyo. Il dit, les artistes, c'est très bien, ils protestent contre, ils défendent l'environnement. Mais est-ce qu'ils se sont interrogés sur leur bilan carbone? Alors, là, je ne vais pas faire une petite critique, mais Julian Charrière, qui a fait l'exposition à Hambourg, le bilan carbone va être catastrophique. Il a fait bien des traitements, des choses. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas responsabiliser les artistes, c'est-à-dire évaluer les expositions à partir du bilan carbone? Et lui préconise de consommer local. Alors, ça fait hurler, évidemment, de l'art, c'est-à-dire d'avoir une préoccupation sur les conséquences écologiques des différents travaux des artistes. Je trouve que l'idée est... Et si vous allez à l'exposition du Palais de Tokyo en ce moment, tout le Palais de Tokyo n'est plus occupé, il est occupé en bas parce qu'il y a moins d'électricité, moins de consommation, on va avoir des expositions plus réduites, et on va utiliser des matériaux qui sont des matériaux de récupération. Moi je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, je citerai pas le nom parce que l'artiste est très connu, où un artiste a fait venir un rocher de Nouvelle-Zélande pour son exposition à Paris. Voilà, c'est un peu cette idée, vous voyez,
parce qu'il n'y avait pas la roche qu'il fallait en France. Donc il y avait, si vous voulez, il y a un peu cette idée d'une responsabilité de l'art, et c'est un tournant qui est en train d'être pris. Vous voyez, après la Biennale de Lyon, donc, alors d'avoir des expositions plus longues, d'aller ce qu'on appelle sur le slow art. Slow art, bah, c'est-à-dire de regarder les œuvres plus longtemps. On passe en moyenne 25 secondes dans un tableau. Et peut-être de ralentir, c'est-à-dire de ne pas avoir en quelque sorte une consommation effrénée. Alors donc c'est un concept qui est de permaculture, et vous avez hier dans Le Monde justement un article sur Guillaume Dessanges et son concept de permaculture, vous pourrez le retrouver sur Internet. Alors là, il y a plus ennuyeux, c'est Carole Talon-Hugon, qui est une des collègues de Romuald à la Sorbonne, alors qui, elle, va préconiser l'évaluation des valeurs morales des œuvres. Voilà. C'est-à-dire qu'elle considère que l'artiste doit avoir une responsabilité morale. Mais la valeur morale d'une œuvre peut conditionner sa valeur artistique. Là, on commence à toucher des problèmes de censure. Mais c'est quelque chose qu'elle préconise, où finalement il doit y avoir une sorte d'autocensure de l'artiste, où l'artiste ne peut pas tout dire. Et Catherine Millet, qui est directrice en presse, a écrit un article extrêmement sévère à l'égard, en disant peut-être qu'on est en train de refermer une parenthèse, c'est-à-dire sur la liberté totale de l'artiste. Et peut-être que l'artiste aujourd'hui va évoluer vers une nouvelle forme de citoyenneté. Sur des questions qu'on se pose, moi je n'ai pas de réponse, mais c'est un tournant que l'art contemporain est en train progressivement de prendre. Alors on va terminer sur, parce qu'il y a une toute petite vidéo d'1 minute, sur l'idée que l'art contribue quand même à une renaissance, et c'est une vidéo de Bill Viola. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Viola, est un des plus grands vidéastes américains, que j'ai... il y a eu une exposition à Milan. Alors c'est tiré de Tristan Isolde, et c'est l'ascension d'Isolde. Et en fait, sa renaissance. Ce sera la conclusion. Merci infiniment, Dominique. Nous invitons les étudiants à poser les premières questions. Si vous le voulez bien. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. En parlant de l'environnement et la construction, je suppose, vis-à-vis des artistes, je suis curieux, je suppose que c'est votre avis et votre hypothèse, mais parce que moi, quand j'invite les galeries et les musées au New York, ça c'est toujours une conversation que les artistes interrogent sur l'environnement, mais aussi l'usage, par exemple, des matériaux pour leur propre œuvre. Et en fait, je suis curieux pour vous si vous trouvez qu'il y a une transition entre les artistes qui aimeraient continuer se présenter et présenter leur œuvre dans les musées et dans les galeries, ou il y a oui, voilà, une transition dehors de l'intérieur.
Oui, ça c'est une question importante. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent in situ, travaillent en fait dans l'espace. Si vous êtes à Paris au mois d'octobre, vous allez avoir Paris Basel Plus, qui est la foire qui a remplacé la FIAC. Tout le jardin des Tuileries, ce sont des pièces. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent après. Et beaucoup d'installations sont détruites ou remises en caisse. Donc là aussi, vous voyez, c'est un peu cette interrogation. Il y a des œuvres évidemment in situ, et après, c'est qu'est-ce qu'on fait après des matériaux, qu'est-ce qu'on fait de la pièce. Et il y a souvent une logistique extrêmement importante dans l'installation. Ça, c'est effectivement des points qui commencent à poser question tout à fait aux artistes. Et dans les galeries, parfois repeignent à chaque fois. Les galeries, dans certains, on casse les planchers, on casse les plafonds, on refait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est Catherine Millet dans son livre qui s'appelle Commencement, qui est un très joli livre sur ses débuts, où elle dit finalement, dans les années 70, on pouvait tout faire, on pouvait tout casser, tout faire, parce que c'était la liberté totale de l'artiste. Aujourd'hui, voilà, il y a une prise de conscience. Alors certains parlent de censure, d'autres parlent. Après, ce qui sera intéressant, c'est de voir le résultat plastique. Pour moi, je dirais que plutôt que les matériaux, c'est le style de vie des personnes qui ont de l'argent pour acheter de l'art, qui détruit l'environnement. Oui. Mais je me demande s'il y avait récemment des expositions, des œuvres sur ce problème-là. Alors, les très riches ont un avantage, c'est qu'ils donnent. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de très riches collectionneurs, il n'y aura pas de musée. Voilà. Donc ça, si vous voulez, par exemple, si vous regardez la collection Pinault, regardez aux États-Unis, énormément de milliardaires américains ont fait des dons colossaux. Donc si vous voulez, l'art est assez particulier parce qu'il y a l'idée d'une transmission. Là, je lisais Bernard Venet, qui est un artiste qui a, on en a parlé, qui a une grande des sculptures, Place Vendôme, c'est un artiste qui gagne beaucoup d'argent. Lui, il va donner énormément. Il dit, à ma mort, je vais redonner ce que j'ai reçu. Donc il y a quelque chose, vous voyez, d'assez intéressant dans l'art. Alors c'est vrai que les très riches, par exemple à Bâle, vous aviez 50 jets privés qui arrivaient. Voilà. Dans le tien. Dans le mien, évidemment. Moi, je suis en train. Mais effectivement, c'est un ballet de jets privés. Bon. Mais les œuvres ne restent pas invisibles. Elles sont après redonnées, recyclées. Par exemple, la Fondation Beyeler, c'est Beyeler. Beyeler est un des plus grands galeristes du monde. Il a fait cette fondation qui est absolument splendide. Mais c'est vrai qu'il y a des très riches. Alors là aussi, on commence à contester le fait de se déplacer en jet, le fait, par exemple, des foires. Les foires, c'est une dépense d'énergie considérable. Donc d'avoir des éléments plus locaux. Mais il se trouve que l'œuvre, vous devez l'avoir en face. C'est-à-dire que l'Internet, ça ne marche pas. Sauf si elle est très connue, vous achetez une Marilyn de Warhol, vous pouvez tout à fait l'acheter sur Internet. Mais les œuvres, il faut quand même... Et puis le phénomène des foires fait qu'il y a une émulation. C'est-à-dire qu'il y a une excitation qui est propice à l'achat. Voilà, c'est pour ça que... Mais vous avez raison. Hein, J'ai une question. Oui. Tu me pardonneras ma question. Je me demandais dans ta construction de présentation de l'évolution de l'art contemporain sur 40 ans, tu n'as pas donné de place du tout à tous ces artistes, bon, je pense notamment à Sophie Calle, mais il y en a bien d'autres, qui sont partis d'un matériau autobiographique, intimiste, de leur histoire, de narration,
voilà, de l'autobiographie, ou autofiction, d'expérimentation, oui, d'auto-expérimentation pour faire de l'art. Alors je me demandais si, de toute façon tu ne peux pas tout C'était une présenter, question bien sûr, de... mais est-ce que tu le mets où? Alors moi je la mettrais dans les conceptuels, un peu quand même dans Oui. une partie conceptuelle. Oui. Et Sophie Calle, c'est à la fois de la littérature, de l'art, c'est un peu dans cette intersection. Il y a une vidéo qui est très drôle, où Sophie Calle passe dans un péage d'autoroute et elle dit « Est-ce que vous voulez partir avec moi ?» La réaction, c'est une vidéo qui est géniale. Donc à l'époque, il y avait des cabines d'autoroute. Donc elle passe, elle dit « Est-ce que vous voulez partir avec moi ?» Elle regarde, non, j'ai ma femme, etc. Ça, c'est très intéressant. Et puis il y a No Sex, là, il y a son voyage en Amérique. Oui, alors Sophie Calle a une œuvre, c'est vrai que j'aurais pu en parler, parce qu'elle a une œuvre plastique intéressante, parce que ce sont des photos dans des caissons d'acier, très belles. Enfin, puis elle est chez Perrotin, qui est elle est dans une très très bonne galerie. Oui, effectivement, c'est une autofiction narrative, qui est une œuvre... oui. Elle commence avant 83, c'est clair. Mais voilà, c'est-à-dire elle est plus dans la génération d'aujourd'hui. Voilà. Elle est plus dans cette génération. Non, mais dans les années 80. Oui. La place effectivement du Elle langage, était plutôt dans la place des mots dans l'art, Oui. et des récits et des écrits. Elle est plutôt dans le conceptuel. Exactement. Voilà, plutôt dans le conceptuel. Vous avez une question. Le chinois, là, le grand chinois, il est acheté ou il est en présentation? Parce qu'il faut quand même avoir... Là, oui. en fait, c'est un musée Niki, Fontaine de Galbert, et qui est sa collection privée. Vous avez mis dans... Ah, Il ça, a- oui. Du reste, c'est lui qui a été le fondateur de la Maison Rouge. Il a une collection absolument... Il la met dans un musée particulier ou... Il a un storage, oui. Ah, Mais, oui. Et il a prêté à Pompidou-Metz, c'est une œuvre qu'il a prêtée. Et John Isaac, que j'ai rencontré, il est très drôle, c'est un Anglais extrêmement british, très mince, beaucoup d'humour, et il fait des œuvres hallucinantes. Enfin, moi j'ai vu, c'est... C'est juste pour... Oui. L'espace, comme ça. Oui, mais il a de l'espace. Je m'inquiétais. Il devra le mettre dans son jet, c'est tout. Non, il n'a pas de jet. Ah, voilà, ça. Oui. Je me demandais parce qu'en fait, à Montréal, je trouve qu'on a toute la question de la fragilité. À Montréal, il y a de plus en plus d'expos. Alors, c'est peut-être différent en France, mais beaucoup qui sont basés sur l'expérience. Donc, une fois qu'on a vécu le truc, je pense à l'artiste japonaise. Alors, Ouais, il n'y en a pas juste une, mais. Non, mais enfin, tu es tout seul dans une pièce pendant 8 minutes et après ça, avec les miroirs. oui, il y a les trucs, on a la même chose dans un autre. C'est pas pris sans main, non? Je pense que c'est nous avons, oui. Et on a un autre centre d'art qui commence à se spécialiser d'art contemporain maintenant qui commence à avoir une tangente, mais vraiment plus sur tout ce qui est 3D, les expériences 3D. Et c'est vraiment de plus en plus présent à Montréal. Je me demande est-ce que la fragilité, est-ce que ça va passer par ça? Donc les expériences comme ça, une fois que c'est là, il n'y a pas besoin de la 3D, tu n'as pas besoin de la détruire parce qu'elle est juste détruite finalement. Je ne sais pas, est-ce qu'on tend vers ça aussi en France? Oui, il y a des artistes qui se spécialisent dans la 3D. À la Biennale de Venise, il y avait des expériences 3D. On chaussait un casque, et puis après on déambulait dans l'exposition. Oui, c'est effectivement tout à fait... il y a un mouvement d'artistes qui travaillent sur la 3D, sur les nouvelles technologies. C'est difficilement vendable. Voilà, c'est le modèle économique, parce qu'il y a un problème, l'art, il faut que l'artiste vive. Et donc, c'est plutôt un art d'institution. Mais oui, il y a des expériences, au Palais Tokyo, des artistes, on a l'art immersif. Oui, tout à fait. Ça coûte très cher à produire. Oui, c'est ça qui est pas. Oui, ça coûte très cher aussi. Oui, la fabriquer. J'étais en train de penser à un
parce que ces discussions sur les bouts écologiques, non? Si peut-être vous avez parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un peu de pluie. J'arrive un peu en retard. C'est la question de l'art pauvre et où ça commence ces discussions sur la récupération des matériaux et oui, bah, oui, c'est Mario Merz, c'est Pennon, c'est tous ces artistes où effectivement il y a des matériaux de récupération. C'est l'art pauvre, c'est un mouvement en Italie dans les années 60 qui est un peu contemporain des conceptuels et qui va, c'est Cunelis, hein, avec ses sacs de charbon. Alors là, je vais être un peu ironique, c'est que Pennon maintenant fait des arbres en or. Les pièces de Pennon, c'est des arbres, et à l'intérieur, c'est quand même de l'or. Bon, mais ça, c'est... Mais il y a eu une exposition Jeu de Paume sur la photographie de l'arte povera. C'était une exposition absolument extraordinaire. Dans les années 60, c'était très, très intéressant. Alors, l'arte povera, par exemple, vous avez un plexiglas, ça c'est Pistoletto, il y a marqué mur, et c'est collé sur un mur. Voilà, c'est la tautologie. Donc, vous avez un plexiglas, il y a marqué mur, et on le met sur un mur. Donc, c'est... c'est Pistoletto était là-dessus. Et puis, vous aviez justement Pennon, avant Pennon, c'est-à-dire Pennon photographe, très, très... Il y a une photo, on voit un artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? C'est quelqu'un qui est allé chercher un canevas dans la boutique. Donc un artiste, on voit une série de photos, il marche avec son canevas. Un artiste, c'est ça. Donc c'est la photo qui symbolise l'artiste. Donc il est allé chercher au magasin de couleurs son canevas. Et ça, c'est tout l'arte povera. Avec beaucoup d'humour sur certains. Aussi la récupération des la récupération, Mario Merz, c'est la récupération des igloos. Mais dans Mario Merz, vous avez des igloos en plexiglas, en acier. Voilà, ça se décline. Mais c'est vrai que l'idée de matériaux pauvres était très importante en Italie. J'avais une réflexion sur l'art qu'on fait sur le net. Il y a des gens maintenant tu peux acheter une clé, un code particulier pour acheter une œuvre d'art à laquelle tu as seulement accès. Premier point, donc peut-être la suite de 2023 et des fragilités, puis des divers chemins qui vont venir. Et j'allais dire aussi ChatGPT et tous les ChatGPT, mais les autres logiciels qui te créent de l'art à partir de tout l'art qu'il a réussi à collecter sur la toile et puis qui va te faire des choses. Ah oui, oui, il y a des peintures, et absolument, oui, c'est un... Alors le problème de l'art sur Internet, c'est toujours pareil, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que... Alors il y a les fameuses NFT, mais quand vous regardez dans les NFT, le marché a perdu 80% de sa valeur. C'est très spéculatif. Très, très spéculatif. Oui. Le problème, si vous voulez, l'art, bon, on n'en sortira pas, on peut être hyper conceptuel, il faut quand même quelque chose. Donc vous pouvez acheter une clé USB, vous pouvez acheter, mais voilà. Mais il y a aussi une question de génération. C'est vrai que c'est pas tout à fait sur Internet d'acheter un NFT, j'y comprends pas grand-chose. Dernière question? Moi, j'avais pas cherché. Oui? Non, merci. Est-ce que vous avez un musée préféré? Alors, mon musée, enfin, oui, j'ai un musée. Je trouve que le MoMA est extraordinaire. Le MoMA, c'est le numéro 1. Numéro 2, on a Pompidou, mais le MoMA est quand même... Enfin, c'est le plus grand musée du monde. Enfin, il y a le Stedelijk Museum à Amsterdam, qui est très très intéressant. Parce que le Stedelijk Museum, en fait, si vous voulez apprendre l'art, il faut aller au Stedelijk Museum. Là, il est en travaux en ce moment, mais ils ont un sens du déploiement de leur collection. D'abord, il y a les plus beaux Malevich, c'est
Stedelijk Museum. Et ils ont un sens du parcours chronologique, du parcours thématique qui est assez extraordinaire. Et donc il y a eu beaucoup de donations. Donc le Stedelijk, pour moi, est en Europe un très très beau musée d'art moderne. Ah oui. Ben, ouais, moi j'en ai une très particulière. J'oublie le nom de l'artiste. Nick Viola. Avec Andy Warhol. Basquiat. Ouais, Basquiat. Ouais. Et il y avait l'homme noir dans la carte de De la la Chine. Chine, oui. J'ai pas, si on essaie d'interpréter des choses avec notre personnel. C'est un tableau que j'ai trouvé très. La signification. La clé, La clé, là j'avoue que soit Basquiat va anticiper le développement de la Chine et de l'Afrique, c'est comme ça que j'interprète. C'est-à-dire on est en 80, c'est un tableau de 84, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'une projection où les deux puissances, ça va être la Chine et l'Afrique. Voilà, c'est un peu cette idée où on voit. Et je trouve que c'était un tableau, moi, quand je l'ai vu, qui était très prophétique. Ouais. Oui, très très prophétique. Parce qu'à l'époque, la Chine démarrait à peine. Oui. On s'intéressait à la Russie. Pardon, On s'intéressait à la Russie qui s'ouvrait. Oui. Oui, oui. Merci Dominique.